Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Justice et démocratie. Dirigée par Laurent Hincker. Cette collection a pour vocation de donner des éclairages sur les problématiques de justice et de démocratie qui traversent notre société. Elle a pour principale ligne éditoriale une réflexion pluridisciplinaire autour des enjeux actuels de l'institution judiciaire. Elle porte également un éclairage innovant sur des expériences variées qui fondent des formes émergentes dans nos démocraties. Déjà paru. Myriam Kemené, Cybersociété entre espoir et risque 2013. Zahir Kedadouche et Abderrahim Afidi, Marche ou crève, la marche pour l'égalité et contre le racisme 2013. René Vogel, La violence conjugale, une affaire à trois et bien plus 2019. Sylvain Moraillon, Halte au placement d'enfants abusifs. Une dérive alarmante de notre système socio-judiciaire 2019. Monique Fritz, Accident de la route mortelle, ma fille, ma bataille, 2020. Dédicace. À feu ma mère, Géraldo Mondoukpé, privé de ma présence et moi de la sienne, au moment où il n'y avait que cela qui comptait. Avant-propos. 15 avril 2020. Hier encore, comme tant d'autres, je ne me doutais de rien. Dans la chaleureuse froidure de ce Québec que j'habite depuis maintenant 12 ans, je vivais sans le savoir les derniers moments d'une certaine innocence collective. Rétrospectivement, cette inexpérience, cette ignorance de ce qu'il allait advenir m'apparaissent bien douces. Et pourtant hier encore, autre époque, je me frottais aux exigences et aux résistances du quotidien. En marge de mes activités professionnelles, des défis m'appelaient, des projets m'accaparaient, se réalisaient. Toujours désireux d'améliorer les choses, je poursuivais mes petits et grands combats, as usual, une passion parfois douloureuse coulant dans mes veines. À cet égard, ceux et celles qui me connaissent savent combien le sort du Bénin m'interpelle, que la question de son développement m'obsède. Épris du sort de mes origines, j'observe et commente inlassablement la scène politique béninoise, à distance, via le web, mais envahi d'un réel sentiment de proximité avec les angoisses d'un peuple tant meurtri par l'histoire. Au Bénin, la vie est difficile depuis des lustres, les grandes ruptures n'ont pas toutes été heureuses et le régime politique actuel est, quant à lui, décevant à plus d'un égard. Cela dit, mon sens critique ne fait pas de moi quelqu'un de pessimiste. Je crois aux éventualités positives, aux solutions potentielles, pourvu qu'on veille à les faire naître par le débat, le dialogue, l'action éclairée et l'esprit d'initiative. D'ailleurs, ayant eu la chance de fréquenter une Québécoise que j'ai finalement rejointe à Montréal, j'ai pu en quelque sorte voir la manifestation effective d'un tel enchaînement, d'un tel effet d'entraînement ici, au sein de cette petite société distincte et démocratique, moderne et pluraliste qu'est le Québec. J'y ai en outre eu la preuve que mes convictions ne sont pas en porte-à-faux par rapport au progrès. Avoir confiance en soi, se donner les moyens de réussir, s'investir et se responsabiliser, respecter qui l'on est et d'où l'on vient ainsi que se pousser vers le haut par l'innovation et l'équité, voilà qui mène inéluctablement à quelque chose de grand, de pérenne et de juste, et ce, tant collectivement qu'individuellement. En quelques semaines donc, tout bascula. Je ne parle pas ici de mes convictions ni de mon quotidien de consultant autonome, mais de notre rapport au monde, à tous, alors qu'au moment où j'écris ces lignes, près de 4,5 milliards d'êtres humains vivent sous des états d'urgence sanitaire ou sont contraints au confinement. Un rapport au monde dorénavant teinté d'une angoisse globale, inédite et vécue en mode pause, mais loin de l'esprit des vacances. En Europe, où les pertes en vie humaine sont déjà colossales, les temps libres sont d'ailleurs occupés à comprendre l'inimaginable, à trouver les raisons profondes de l'apocalypse Covid. Au-delà de la dangerosité du virus à couronne, plusieurs pointent du doigt la dégradation organisée des systèmes de santé qui s'est opérée en douce, si je puis dire, doctrine néolibérale contagieuse oblige. Les soins y sont en mutation depuis 30 ans et devenus marchandises conformément à la logique des flux tendus et des calculs coûts-bénéfices. L'internalisation de l'inopiné et des signes noirs, la prévention, y a perdu au change, sans parler de l'abolition des stocks de sécurité, notamment dans les EHPAD où les aînés ont si cruellement écopé. Dès lors, même certains chantres du tout haut rendement en viennent à souhaiter l'étatisation intelligente des services sociaux vitaux. La flèche que je viens de décocher au néolibéralisme n'est pas accidentelle.
Le présent ouvrage en est persillé. Bien que portant sur les voies d'avenir pour le Bénin, et plus largement pour l'Afrique de l'Ouest, mes réflexions assument néanmoins leur penchant critique à l'égard des pulsions destructrices du capitalisme de type williamsonien et des dégâts de la mondialisation qui en propagent les excès. Je suis optimiste, je l'ai dit plus haut, mais je le suis réalistement. Il est clair que les Occidentaux de souche et d'adoption devront revoir nombre de leurs habitudes, écologiquement suicidaires pour eux-mêmes comme pour tous les terriens, et questionner leur richesse mesquine à l'égard d'un tiers-monde plus étendu qu'on ne le croit. L'après SARS-CoV-2, le défi du lendemain de crise, ce sera aussi de pouvoir corriger le modèle de croissance, de consommation, d'échanges commerciaux et de relations à la nature qui s'est imposé à leur conscience. Cela dit, rien ne sert de tout réinventer, y compris dans le cas des pays cyniquement dits émergents. Des solutions existent déjà, d'autres sont en train de faire leurs preuves. La social-démocratie, la coopération, l'autonomie des États, la relocalisation, le commerce et la fiscalité équitable, la justice distributive, l'économie solidaire, les énergies propres, les technologies saines, la science, l'éducation. La crise sanitaire mondiale de 2020 ne doit pas avoir été que cauchemardesque et épisodique. Elle ne doit pas être refoulée au sens freudien du terme, mais être vue comme l'occasion de libérer des possibles, de créer, de prendre de bonnes résolutions, de réformer, d'apporter des correctifs durables, et ce, afin que le retour à la vie normale ne soit pas que la reprise des vieilles manies, notamment celle de sacrifier la diversité, la réciprocité, l'élévation et la vie au nom d'un dogme économique rétrograde. En écrivant ce qui précède, j'avais en tête aussi cette Afrique mal partie, et pas encore arrivée, plus particulièrement le Bénin, loin d'être là où ses rêves et ses espoirs s'étaient rendus lors de l'indépendance et de la conférence nationale. Je suis inquiet pour les pays pauvres quand je vois ce qu'ont dépensé jusqu'ici les pays riches pour atténuer les impacts de la pandémie, des sommes astronomiques que les premiers n'ont pas. Je ne sais pas si les Africains et les Béninois seront miraculeusement immunisés, ou s'ils auront été, comme les défavorisés des pays développés, plus durement frappés en bout de piste. Chose certaine à mes yeux, et quitte à ce que mes compatriotes m'accusent de parler comme un blanc, la crise sanitaire mondiale doit être l'occasion pour eux de redéfinir leur horizon. Veulent-ils encore et toujours marcher péniblement dans les sentiers qu'on ouvre pour eux depuis trop longtemps ? Colonialisme, dictature, néocolonialisme, mondialisation néolibérale, paternalisme, et chaque fois fermer la marche, à la traîne, reproduisant souvent plus pernicieusement les effets collectivement pervers d'un développement livré au seul marché et pensé qu'en fonction des intérêts d'une petite minorité de géants et de puissants ? La nécessité est mère d'industrie, certes, et je ne sous-estimerai jamais l'inventivité, la débrouillardise et la résilience des Béninois, mais tourner en rond ne mène nulle part. Il faut savoir profiter des circonstances aussi dramatiquement engendrées par l'imprévu soient-elles, pour oser briser certains cercles. Au Bénin, cela commence par des postacs comme ceci. Ne plus tolérer la corruption gouvernementale. Ne plus accepter le musellement de la presse. Exiger beaucoup plus de transparence des dirigeants. Ne plus permettre l'exclusion du peuple dans le choix et la planification des chemins de croissance. Développer la créativité alternative, face aux modèles importés d'ailleurs. Ne plus admettre la répression et l'insensibilité à la dignité humaine. Tabler sur la confiance en soi, le potentiel local, l'éducation, la recherche. Stimuler les jeunes à créer une prospérité saine. Réclamer beaucoup plus d'équilibre dans la distribution de la richesse et des moyens d'en créer. Au demeurant, la notion d'équilibre sera présente tout au long de mes propos dans ce livre que je me suis décidé à écrire devant le spectacle, disons-le, d'un productivisme en débâcle. Nous avons donc été pris par surprise, obligés de faire face à une réalité qui n'avait été jusque-là qu'histoire ancienne et fiction. Nous avions bien eu vent de ce virus au nom bizarre, mais vu d'ici, ce n'était pas différent à Montréal, les misères de la Chine nous paraissaient bien lointaines, étrangères, pour ne pas dire étranges. Il a d'ailleurs été commode un temps, de considérer les problèmes sanitaires auxquels faisait face l'Empire du Milieu comme allant de soi, comme lui étant exclusif, vu ses pratiques et ses rigidités. Et puis, comment aurait-on pu avoir quelque chose en commun avec la démesure chinoise, extrémiste dans ses méthodes comme dans ses choix, ses goûts même ? Du reste,
faisant magiquement abstraction de la présence asiatique dans nos économies et nos environnements de consommation, nous nous étions faussement rassurés à l'idée que Wuhan était situé très loin de nos régions. La grippe chinoise était comme la pollution et le réchauffement climatique, toujours pire ailleurs dans ses effets délétères. J'ignore où j'en serai, où le Canada, le Bénin et le monde en seront lorsque le présent livre sortira en magasin ou en ligne. J'ai néanmoins choisi le côté ensoleillé du doute. Si je me suis attelé à la tâche d'écrire, c'est pour présenter quelque chose de constructif aux Béninois, et indirectement aussi à tous ceux et celles qui prennent au sérieux la démocratie et le concert des nations. Le monde est ce à partir de quoi la réalité humaine se fait annoncer ce qu'est-elle, disait Jean-Paul Sartre. Face à lui-même comme dans ses relations avec ses voisins, ses alliés et ses partenaires, le Bénin est plus que jamais appelé à faire des choix, à se repositionner, à se remettre en question et à dépasser ses contradictions et ses limites. Je ne prône pas l'isolationnisme, le protectionnisme à outrance, la fin des alliances, etc. Et encore moins la révolution, si tant est qu'il y ait des personnes pour m'attribuer ce programme. Non. Sérieusement, ce que je dis, c'est que le peuple béninois mérite mieux qu'un système zen au quotidien, que le funambulisme des petits boulots, que des régions dévitalisées, voire oubliées, que des villes fracturées, qu'une société sans filet et méprisée par ses élites au pouvoir. Commentateur assidu, et pour certains teigneux de la politique et de la présidence béninoise, je présente ici mes constats et le fruit de mes réflexions dans l'optique d'un renouveau et d'une relance durable pour mon pays d'origine. Je ne propose pas un livre de recettes politicailleuses, ni un florilège d'attaques personnelles. Si je dénigre des gestes au passage et condamne des décisions absurdes, je ne le fais pas par opportunisme, nous avons trop brisé d'idoles en vouant un culte aux égaux, mais par volonté d'illustrer et de marquer les esprits au bénéfice du débat. Je veux offrir un éclairage utile au futur immédiat de cette République du Dahomey qui s'est émancipée, qui a grandi et que j'aime malgré ses nouvelles chaînes, ses faiblesses et ses lacunes. La démocratie, la gouvernance, la légitimité des élus, l'actuel président, les libertés et les défis citoyens, les marchés, l'État, l'ordre mondial. Autant de sujets fondamentaux que je ne pourrais qu'aborder, mais d'une manière, je le souhaite, qui convaincra les Béninois de relever la tête, sans orgueil idiot, sans complexe non plus, et de se soucier plus que jamais de la res publica. Plus ils comprendront leur monde, plus ce dernier leur appartiendra. Porter attention et s'adapter aux nouvelles exigences démocratiques, économiques et environnementales, tout en définissant des impératifs catégoriques qui le transportent et non qui l'écrasent, voilà ce que pourra choisir de faire le peuple béninois au sortir de la crise. Puisse mon humble contribution stimuler les initiatives positives en ce sens. Agis de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée par ta volonté en une loi universelle. Agis de telle sorte que tu traites toujours l'humanité en toi-même et en autrui comme une fin et jamais comme un moyen. Agis comme si tu étais à la fois législateur et sujet dans la République des volontés libres et raisonnables. Emmanuel Kant. Une trajectoire, un regard, une passion. Beaucoup de drames et de calamités se sont produits depuis plus d'un siècle, brutalisant cette vieille espérance romantique selon laquelle on resterait à l'abri du mal à contempler la beauté. Pourtant, personnellement, je m'accroche à un tel sentiment de confiance, que je trouve hors catégorie au sens où peu importe les conjonctures et les épreuves, les pays et les régimes, la beauté tend toujours à laisser sa grâce, à empreindre sainement, à bien disposer. Évidemment, la beauté est multiforme, partiellement subjective et hélas, souvent dévoyée. Je l'associe pour ma part à une autre vertu, l'équilibre, et ce, quel qu'il soit, quelle qu'en soit son apparence, son incarnation. Dans la nature, en politique, du côté des relations humaines ou des systèmes économiques, j'ai toujours trouvé que l'équilibre était une notion apaisante, édifiante et fructueuse. C'est d'ailleurs par respect pour l'équilibre, si j'ose dire, que je milite pour l'émancipation réelle, globale et achevée du Bénin, et que je veux en faire davantage pour que les choses s'y enclenchent favorablement et durablement en ce qui a trait à la prospérité collective et à la justice sociale. Le fait qu'il y ait eu le grand confinement n'a pas fait naître ce désir, il l'a accentué. Mon pays d'origine a plus que jamais besoin de ne plus être le jouet de la corruption, des fausses croyances, des patterns néolibéraux, des intérêts étrangers,
des structures biaisées et des vieux schèmes propres aux politiciens vintage. Or, si les Béninois ont à tirer fierté de leur tradition et de leur culture, ils ont également à faire leur autocritique, laquelle commence par le devoir de s'interroger sur la façon dont ils sont gouvernés et sur la raison pour laquelle ils ont accepté de l'être ainsi. Trop de conservatisme? Trop de cupidité? Trop de conditionnement à penser qu'ils sont redevables aux autres, parce que bénéficiaires d'aides internationales? Trop manipulés par leurs élites? Trop pris dans la nécessité du court terme? Trop charmés par les mirages de l'American Way of Life? Peut-être un peu de tout cela. Chose certaine, ceux qui s'attendent que je verse dans le populisme victimaire seront déçus. Il y a d'excellentes opportunités à saisir pour le peuple béninois, et ce, tant dans le cadre d'une responsabilisation nationale que d'une ouverture aux bonnes idées venues du Nord. Nous devons faire preuve de discernement et d'équilibre. D'aucuns diront qu'en prenant la transparence, le dépassement des aspirations matérialistes, la fin de l'infantilisation politique, l'acceptation des innovations et des défis écologiques, je deviens trop blanc au sens où je serai déconnecté de l'Afrique. Mais surconsommer et jeter en guise d'idéal, n'est-ce pas également d'une certaine blancheur navrante? Bon. Je comprends l'idée derrière le reproche. Les priorités et les rêves sont autres quand on a l'estomac vide et les yeux écarquillés. Dès lors, que faire? Déambuler seul au hasard des vitrines et des frustrations? Je pense que miser sur l'intelligence coopérative, sur les mesures sociales et sur les fondamentaux de l'écologie est beaucoup plus gagnant. Qu'on me comprenne bien, je ne ferraille pas dans le déni des libertés et des réalités africaines, mais plutôt contre un réel trop souvent chargé de misère, notamment au Bénin. Du reste, l'originalité des initiatives privées et la diversité des intentions individuelles m'ont toujours paru souhaitables et non incompatibles avec un État interventionniste, équitable pour tous. Je ne fais donc pas la promotion d'un dirigisme à la chinoise. Je fais la promotion de structures gouvernementales efficaces et de normes justes, en synergie avec des environnements d'affaires ouverts et équilibrés. Tant la richesse collective que la pérennisation des ressources naturelles doivent être au menu. En même temps, ni l'enfermement dans l'individualisme exacerbé, ni une logique de développement et de croissance néolibérale ne pourront disposer le Bénin à atteindre son plein potentiel, à poursuivre sur une trajectoire progressiste. Les Béninois vivent avec le poids de leur histoire, avec la douloureuse mémoire des ancêtres condamnés au non-retour, mais ils peuvent faire en sorte qu'une porte s'ouvre cette fois sur des lendemains qui chantent. Ma propre trajectoire explique aussi mes convictions et mon engagement. Celui qui ne connaît que ses arguments connaît mal sa mission. J'ai souvenir d'une première enfance à Paracou, d'une maison multifamiliale bondée d'une turbulence joyeuse. Ma mère semblait ne jamais perdre le contrôle de la situation, malgré sa monoparentalité et mes 6 frères et sœurs. Petite commerçante, elle tenait boutique de l'autre côté de la rue d'où elle vendait au détail des boissons alcoolisées. En cette seconde moitié des années 1970, ma mère faisait figure de leader tranquille, imperturbable et insensible au machisme, menant sa barque comme elle l'entendait, me gardant à ses côtés avec sérénité et amour. Je n'ai connu mon père qu'à l'âge de 7 ans, un homme intelligent qui devint banquier. Je garde aussi le souvenir agréable des années passées, à Cotonou. Nous y avions déménagé au début des années 1980, ma petite sœur et moi, avec ma mère toujours aux commandes et qui cette fois s'était prise au jeu du commerce du charbon de bois, pour la cuisine. Je la revois partir en camionnette en direction de la brousse, et rapporter inlassablement le combustible destiné à la revente. Plus conscient de sa vaillance paisible, je m'étais intéressé à son travail et elle m'avait fait l'honneur d'être son comptable, ce qui me demandait de faire également certains soirs la collecte des dus chez les voisins. Si mes années d'école primaire se sont déroulées sans histoire, le secondaire fut plus mouvementé, non pas parce que je fus anormalement exposé au risque des découvertes, ma mère m'ayant envoyé étudier à Alada, une petite ville plus calme, mais parce que je fis l'expérience, comme tant d'autres jeunes béninois, de 2 années blanches d'affilée. De 1988 à 1990, en effet, des semestres furent tronqués en raison de grève générale. Celle-ci avait été déclenchée par les fonctionnaires et les enseignants pour protester contre les mesures d'austérité. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.